Moi, je suis Valérie Masson-Delmotte, je suis chercheuse en sciences du climat à Paris-Saclay. Et donc j'étais ici ce soir pour un moment d'échange dans le cadre de la coopérative des idées. Alors, si on prend les enjeux climat et qu'on regarde simplement, par exemple, la partie réduire les émissions de gaz à effet de serre, il y a en gros 3 grandes catégories de leviers d'action. Il y en a une première qui est l'innovation technologique, répondre aux besoins avec des technologies bas carbone. Il y a un deuxième levier d'action qui est ce qu'on appelle la maîtrise de la demande, l'efficacité, la sobriété, donc comment on fait évoluer nos pratiques, nos modes de vie. Et puis le troisième levier d'action, c'est comment on peut s'appuyer sur des écosystèmes qu'on protège, qu'on restaure, pour continuer à bénéficier de leur capacité à stocker du carbone. Par exemple, pour faire face à un climat qui se réchauffe, eh bien on a en fait des solutions dites fondées sur la nature, qui peuvent par exemple permettre de stocker l'eau quand il pleut beaucoup et déstocker quand il fait sec, les zones humides, ou bien les îlots de fraîcheur qu'on peut créer dans les villes, et qui nous permettent, grâce à l'évaporation, à la transpiration des plantes, et bien d'avoir des espaces publics un peu plus rafraîchis, malgré des vagues de chaleur. Et ce ne sont que quelques exemples, mais plus largement, pour moi, les enjeux liés au changement climatique, ils touchent 3 dimensions fondamentales. Ils touchent la question de la dignité des droits humains. Agir pour le climat, c'est agir pour les droits humains. Ils posent la question de l'habitabilité de certains territoires, notamment par exemple par rapport à la montée du niveau de la mer, ou des ressources en eau, ou des glissements de terrain plus fréquents en montagne. Et puis enfin, ils posent la question des interdépendances, c'est-à-dire le changement climatique qui nous affecte nous, il affecte aussi les écosystèmes, la biodiversité, et c'est comprendre ces interdépendances, comprendre qu'on est parmi les vivants, qu'on dépend des autres vivants. C'est quelque chose qui est important pour y répondre en tenant compte de ces interrelations et pas avoir des réponses qui sont pensées avec une longueur de vue un peu courte et qui peuvent être positives à un moment donné côté climat et très négatives côté biodiversité par exemple. Donc, il faut l'éviter. Mais il y a beaucoup de travaux scientifiques qui montrent que la fréquentation quotidienne de la nature, c'est quelque chose qui améliore la santé mentale et la santé physique. Et ça a été montré notamment par des études qui relient cela à la distance entre les lieux de vie des gens et des espaces verts. Donc il y a des travaux très convergents dans beaucoup de régions du monde. Et donc on peut aussi se dire que l'accès à des espaces de nature, qui peuvent être des parcs, des jardins, puis des zones en fait beaucoup plus naturelles, ça devrait aussi être pensé comme répondre à des enjeux d'équité, de justice, voire de droits humains. Et donc on voit que c'est quelque chose qui commence à être de plus en plus pris au sérieux. Pour beaucoup de personnes, il y a eu une prise de conscience, je pense, au moment des confinements, où justement il y avait une forme de privation de liberté, notamment dans des villes denses, pas la possibilité de s'échapper, et où certaines personnes ont commencé à observer autrement la nature en ville, les herbes folles, les insectes ou autres. Et pour certains, ça a été ce moment-là qui était finalement cette capacité à observer le vivant comme une forme de liberté aussi, dans un moment difficile. Moi, je vois la biodiversité comme le fruit de la longue évolution du vivant. Moi, je suis paléoclimatologue, j'aime bien travailler sur l'histoire du climat sur le temps long. Et il y a ce caractère très unique de la diversité biologique qui est le fruit du hasard et de cette longue évolution. Je le vois comme une sorte de trésor, quelque chose qui est précieux, un peu invisible, souvent incompréhensible pour beaucoup de personnes, quelque chose qui fait partie de notre patrimoine et où chacun a son rôle à jouer selon sa fonction, ses capacités professionnelles, pour finalement le préserver, le protéger. Et il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites à l'échelle par exemple d'un jardin ou à l'échelle d'une ville pour recréer des habitats favorables à la biodiversité. Et ce qui est impressionnant de voir, c'est que quand on recrée des habitats, quand on réduit les sources de pollution, eh bien, tout de suite, en fait, on offre un espace pour différentes formes de vie qui peuvent s'installer, qui est assez formidable à observer. Alors je le dis parce qu'une de mes filles d'ailleurs a une formation d'écologue. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est elle, dans ma famille, qui m'a ouvert les yeux sur ces aspects-là, en étant depuis son plus jeune âge très attentive à observer le vivant, l'esprit naturaliste, curieuse, et qui m'a beaucoup ouvert ma compréhension de ce que sont en fait les interactions qu'on a, ce qu'est la biodiversité et ce qu'on peut faire à plein d'échelles différentes pour être favorable à la biodiversité.
Alors le greenwashing, c'est quand il y a un affichage purement à vocation de communication sans qu'il y ait un travail sérieux derrière. Ce qui est intéressant, c'est le travail sérieux derrière, Ouais. c'est-à-dire faire évoluer les pratiques, faire en sorte d'avoir un suivi, créer des conditions favorables pour justement les écosystèmes, la biodiversité, que ce soit sur les infrastructures, les aménagements, mais aussi les chaînes de valeur, la manière dont on porte une attention visible sur ces sujets-là. Et je pense qu'en fait, la communication, elle devrait venir tout à la fin, Ouais. et elle n'est même pas forcément indispensable, parce que en réalité, ces pratiques-là, elles peuvent aussi donner de la fierté dans le travail qui est fait collectivement au sein de l'entreprise. Elle peut améliorer les conditions de vie, de travail des salariés aussi. Et en tant que telle, c'est déjà une satisfaction importante. C'est déjà s'interroger sur ce qu'on peut faire, pas pour soi, pas pour l'idée reçue qu'on a, mais pour être favorable à la diversité des organismes, voilà, dans ce qui est visible et moins visible. Et je trouve que c'est cette démarche-là qui est intéressante. Le fait que ce soit à un moment donné une ouverture qui donne à comprendre, qui permet de monter en compétence finalement, c'est ça qui est important.